Fantômes au musée. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon, en partenariat avec la Mutinerie, Médiation et Littérature et les Éditions du Rocher, sont heureux de te proposer cet effrayant parcours au cœur de ses collections. Fantômes au musée est une histoire spectralement audacieuse, écrite par Fanny Gordon et tirée de l'univers de leur roman Le Bureau des fantômes, Blackmoor, publié aux Éditions du Rocher en octobre 2019. Nous te souhaitons une balade magnifiquement épouvantable en compagnie de Sœur Alix et de Tim et Mo, agent Spectrus d'élite. Bonne visite! Bouh. Salut à toi, simple mortel, et bienvenue chez moi. Oui, chez moi. Les directeurs du musée peuvent bien dire ce qu'ils veulent, ici, c'est chez moi. J'ai, comme qui dirait, un sacré droit d'antériorité sur les lieux. Tu ne me vois pas? Logique, je suis un fantôme. Oh non, 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 n'aie pas peur, je ne suis pas un spectre sanguinaire. Je dirais même que, par rapport à l'idée qu'on se fait habituellement d'un fantôme, je suis d'aspect relativement agréable. Bon, je me présente. Alix, née en 1500, pile au début du XVIe siècle. Oui, je sais, c'est un peu vieux, mais crois-moi, je suis restée très jeune d'esprit. Pour te donner un repère, lors de ma vie terrestre, les rois Louis XII puis François Ier régnaient sur la France et Léonard de Vinci venait de peindre la Joconde. L'époque était, disons, assez différente. Pas d'électricité, pas de voiture, pas d'avion, pas de télévision, ni portable, ni tous ces jeux vidéo que vous adorez aujourd'hui. Il y a 500 ans, ce bâtiment était une abbaye et j'y étais religieuse. J'étais Sœur Alix, responsable des clés, des reliques et des ornements. Un bon boulot, somme toute. Et puis, l'ambiance qui régnait ici, mes amis d'enfer! Enfin, le mot est mal choisi, mais disons qu'on s'amusait comme des folles. Sans doute un peu trop. La reprise en main est intervenue l'année de mes 16 ans. On m'a accusé, à tort, je le précise, d'avoir fait quelques blagues de trop. Mais je n'y étais pour rien, foi de fantôme. J'ai protesté, je me suis défendue, en vain. Leur religion était faite, si je peux m'exprimer ainsi, j'ai été expulsée. Ouh, j'étais folle de rage! Alors, je me suis promis de revenir hanter les lieux après ma mort, pour les faire vraiment, ces blagues dont on m'avait accusé à tort. Tu vois? Eh bien, a posteriori, je dirais qu'il faut faire attention avant de prêter ce genre de serment sur un coup de tête, parce qu'ils ont tendance à se réaliser. Bref, depuis près de 500 ans, je circule entre ces murs. Et 500 ans, même pour un fantôme, c'est long. Il s'en est passé des choses durant tous ces siècles, je te le garantis. Je te raconterai. Enfin, si on a le temps. Car aujourd'hui est un jour spécial. Je m'en vais. Ciao, je déménage. Je quitte les lieux. Je m'envole vers la suite de mon voyage. Vers le pont d'ailleurs. Bon, je n'en sais pas plus. Tel que tu ne me vois pas en ce moment, je suis assise sur la 3e marche du grand escalier, l'escalier Thomas Blanchet, car j'attends du monde. J'ai une date, comme vous dites aujourd'hui, et pas avec n'importe qui, avec 2 agents Spectrus. Les Spectrus, une cohorte d'élite qui aide les fantômes coincés dans le monde des vivants à rejoindre l'éternité. Ils te font boire une sorte de potion et fiout, tu disparais vers le pont d'ailleurs, vers l'au-delà quoi. Ils devraient bientôt arriver. Il paraît qu'ils sont super. Le bureau des fantômes, c'est le nom de leur employeur, que j'ai contacté, m'a dit qu'ils allaient m'envoyer les agents Tim et Mo. On a rendez-vous ici. J'ai hâte de les voir à l'œuvre. Chut, chut, chut. Tu entends? On dirait qu'ils arrivent. Mais oui! Les voilà! Ce qu'ils sont beaux avec leurs cheveux argentés et leurs grandes capes vertes. Quelle classe! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils ne vont quand même pas traverser la verrière! Hey! Doucement! C'est fragile! J'allais un peu trop vite, désolé. Bonjour Alix, Tim et Mo.
agent Spectrus pour te servir. Prête pour le grand voyage? Je crois, oui. Vous avez bien failli casser la verrière en passant. Vous êtes sûr que vous faites partie d'un corps d'élite? Vous me paraissez un peu maladroit dans vos approches. Surtout toi, là. Ne t'inquiète pas, j'aime faire des entrées fracassantes. Mais je suis hyper prudent, fais-moi confiance. Ouais. Faut quand même faire attention. C'est un musée ici, pas une arène. Tout est unique, tout est précieux. Si on s'assoit sur ces marches, on va pas les abîmer au moins? Très drôle. Allez, venez à côté de moi. Cet escalier est un de mes coins préférés. D'ici, je vois tout ce qui se passe et je peux changer d'étage en un clin d'œil. Il a été conçu à la fin du XVIIe siècle par le peintre et décorateur Thomas Blanchet. On l'appelle l'escalier d'honneur des Dames de Saint-Pierre. Les travaux ont duré presque 10 ans. Oh oh, un sacré chantier. Oh, quel tintamarre! Il y avait des bâtisseurs, je leur chatouillais les orteils, des artisans, je leur soufflais de l'air aux oreilles, des sculpteurs, je leur murmurais des merveilles. Je me suis bien amusée avec eux. Malgré toutes mes facéties, il faut avouer qu'ils ont bien travaillé. C'est un des derniers vestiges de l'abbaye originelle. Regardez le sol, dallé de pierres noires et blanches, et la rampe en pierre noire. C'est aussi Thomas Blanchet qui a imaginé toutes les sculptures. Elles représentent des vertus comme la douceur, la pureté de cœur ou la patience. Il a aussi fait construire le lanternon tout en haut, celui que vous avez failli fracasser. Il faut excuser Mo, c'est un garçon fougueux qui adore faire des cascades quand on est en mission. Un jour, à l'Opéra de Milan, il s'est même suspendu au grand lustre qui est tombé dans un fracas épouvantable. Oh là là, on peut bien rire un peu, non? Ce n'est pas parce qu'on est mort qu'on doit être lugubre. L'éternité est trop courte. Bon, Alix, si tu es prête, il est temps de partir. Direction le lac aux souvenirs et le pont d'ailleurs. Non, attendez! On vient de recevoir un message sur nos spectrants. L'état-major nous informe qu'il y a d'autres fantômes ici et qu'il faut les rapatrier. D'autres fantômes? Oh, alors ça c'est la meilleure. Depuis quand? Ils viennent d'arriver. Une bande de petits farceurs. Ils se sont cachés dans les œuvres du musée et ne peuvent plus en sortir. Ils sont coincés. C'est incroyable. Nous n'avons jamais été confrontés à ce genre de cas. Quoi qu'il en soit, nous avons ordre de les libérer. Allons-y, Tim. C'est parti pour une chasse aux fantômes. On va bien rire. Alix, peux-tu nous attendre ici, le temps que nous localisions ces fripons? Ah ça non alors, jamais. Oh, pour une fois qu'on s'amuse. Et puis, je connais le musée mieux que vous, je peux vous aider. Où sont-ils? Vous avez des indices? Le premier se cache dans l'infini. Tu parles d'un indice, toi? Parfaitement clair, au contraire. Il y a une sculpture qui s'appelle « La création de l'infini ». Elle se trouve dans la chapelle. Suivez-moi. On peut passer par le cloître? J'aimerais bien aller y faire un tour. Le jardin et les statues ont l'air jolis. Certes, le cloître est magnifique, mais ce n'est pas le bon chemin. Pour aller à la chapelle, il faut monter la première volée de marche devant nous et une fois arrivé sur le palier intermédiaire, prendre à gauche et descendre un second escalier. Faisons vite, il ne faut pas traîner. Hé, pas si vite! Ce jeune visiteur qui nous écoute aimerait nous accompagner. Il ne peut ni voler ni traverser les murs. Attendons-le. Normalement, c'est strictement interdit d'embarquer un vivant. Mais ce spécimen a l'air très sympathique. Mo, qu'est-ce que t'en penses? Tu me connais, je suis toujours partant pour un peu de fantaisie. Emmenons-le avec nous. En route alors, et au trot. Jeune visiteur, tu nous suis? Direction la chapelle. Nous, on peut traverser les murs, mais toi, n'oublie pas d'ouvrir les portes, sinon tu vas te blesser. Rendez-vous en bas de l'escalier, à l'entrée de la chapelle. À tout de suite. Nous y sommes. Tout le monde est arrivé? Parfait. La chapelle, fondée au Moyen-Âge, est la partie la plus ancienne du musée. Mais il ne reste que quelques vestiges du XIIe siècle. Elle a été très remaniée au XVIIe et au XVIIIe siècle. De mon vivant, chaque jour j'assistais à la messe ici. Enfin,
jusqu'à ce qu'on me renvoie. Pour trouver la création de l'infini, c'est simple. Il faut passer devant le lion au serpent, vous le voyez? Puis devant la statue de Caïn, qui se trouve à gauche, comme ceci. Ah, regardez la taille de ses pieds. Inouï, non? Tournez à droite derrière le mur sur lequel est accroché un tableau et entrez dans la petite salle. Et si vous levez les yeux, vous la voyez, la création de l'infini. Une merveille, non? Et à côté, la puissance de la volonté. Ce sont 2 sculptures de Bolesław Biegas, un artiste polonais du début du XXe siècle. Des œuvres ésotériques, un peu magiques, caractéristiques du mouvement qu'on appelle le symbolisme. La création de l'infini ressemble à un totem. Vous ne trouvez pas? Elle est belle et étrange, cette sculpture. Fascinante, oui. Les artistes symbolistes préfèrent s'éloigner de la réalité et représenter un monde imaginaire fait de signes et de symboles, comme un rêve éveillé. Regardez bien les détails. Le visage impassible au regard fixe, comme si l'homme voulait nous parler, les doigts tendus vers le ciel, comme si un message y était caché, des chimères oiseaux-serpents, des lignes enroulées, des têtes de nourrissons. Elle est même sculptée sur les 2 faces. Très mystérieux. Un fantôme serait prisonnier de cette statue? Je vais voir. Y a quelqu'un? Ah, vous voilà. Quoi? Parlez plus près de mon oreille. Ah, très bien. Vous êtes caché où? En haut du chapeau? Ah oui, je vous vois. Tenez, buvez quelques gouttes à cette gourde. Voilà. Bon voyage, l'ami. Et voilà le travail. Au suivant. Attends que je regarde l'indice. Voyons voir. Osiris, Horus et Anubis. Des dieux de l'Égypte ancienne. Alix, peux-tu nous dire s'il y a une pyramide dans ce musée? Une pyramide? Bah, une vraie pyramide? Mais enfin, il n'y a pas assez de place. Vous êtes de vrais rigolos, vous, hein? Et pourquoi une pyramide d'abord? Horus, avec un corps d'humain et une tête de faucon, est le fils d'Isis et d'Osiris, le souverain du royaume des morts. Anubis est le dieu de la momification. C'est une créature à tête de chacal. Ces indices nous parlent de momies et de pharaons. Pas de pyramide ici, mais il y a bien des salles d'antiquité égyptienne au premier étage, avec des objets magnifiques et peut-être magiques qui ont plusieurs milliers d'années. Un repère de choix pour votre second client. Suivez-moi. Sortons de la chapelle, empruntons à nouveau l'escalier d'honneur pour nous rendre au premier étage. Les salles des antiquités se trouvent à gauche. C'est ici. On l'appelle « Salle de la vie au-delà de la mort ». Un de mes endroits préférés pour faire peur aux visiteurs. Tu m'étonnes. Il fait sombre et l'ambiance est un peu étrange. Ça me rappelle notre virée dans les pyramides. La magie des Égyptiens est très puissante. Ça m'impressionne. Leur vision de la mort est extraordinaire. Oui, les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que la mort n'était pas une fin, mais le début d'une autre vie, à la seule condition que le corps ne disparaisse pas. Voilà pourquoi ils pratiquaient la momification. Comme si je ne le savais pas. Regardez dans la vitrine de gauche, une main et une tête de momie. Un peu flippant. Et là, sont exposés des cercueils égyptiens. Celui qui est ouvert, au centre, contenait la momie d'une femme qui a vécu il y a plus de 2600 ans. Elle s'appelait Isetenreb, c'est ce qu'indiquent les hiéroglyphes peints en bleu. Vous savez ce que sont les hiéroglyphes ? C'est une sorte d'alphabet à base de signes. On connaît ça? Exactement. Approchez-vous encore. À l'intérieur du couvercle, on aperçoit Nout qui incarne le ciel. Vous la voyez ? Elle porte une robe rouge, ornée de petits motifs qui évoquent les étoiles. Elle tient le soleil dans ses mains, levé au-dessus de sa tête. Logique, les Égyptiens pensaient que le soleil mourrait chaque soir et qu'il renaissait le lendemain matin au lever du jour. Ils pensaient aussi que, comme le soleil, les humains, après leur mort, renaissaient dans une autre vie.
La momie d'Izethenreb avait donc au-dessus d'elle le ciel et le soleil pour lui assurer protection et renaissance. Oh, regardez! À côté de ce couvercle, on peut voir la cuve du cercueil. Et on dirait bien qu'à l'intérieur, on a peint l'image du dieu Osiris. Oui, c'est ici que la momie était placée. Le corps d'Osiris a pris ici la forme d'un pilier de jade. Les Égyptiens croyaient que ce pilier, placé contre le dos de la momie, l'aiderait à se relever, à se stabiliser et à renaître dans l'au-delà. C'est une sorte de colonne vertébrale d'immortalité. Oh! Dans la vitrine de droite, j'adore ces petites poupées pour les enfants. Sacrilège! Ce ne sont pas des poupées, mais des effigies de serviteurs appelées Shawapti ou Ushepti. Les Égyptiens pensaient qu'une fois dans l'au-delà, ils continuaient à respirer, à boire, à manger et à effectuer tous les travaux de la vie quotidienne. Les serviteurs funéraires sont là pour accomplir ces tâches à la place du défunt. Pratique! Il peut y en avoir des centaines dans les tombes, jusqu'à 365, un pour chaque jour de l'année. Ces figurines sont magiques! C'est notre fantôme. Regardez, il est là, dans l'un des yeux qui sont peints sur le cercueil en bas à gauche de la grande vitrine. Ça devrait lui porter chance. C'est l'œil d'Horus, qu'on appelle aussi œil Udjat. Il protège des blessures et des maladies. Quand il y en a deux, comme ici, ils permettent à l'âme du défunt de voir le chemin qui l'emmène dans le royaume d'Osiris. Voilà, tu es libre. Bon voyage, l'ami. Et de deux. Client suivant? Tiens, on a un nouvel indice. Dans la corbeille des cobras. Je crois que je sais. Oh, ce sont des petits malins, ces fantômes. Ils ont bien choisi leur cachette. Suivez-moi jusqu'aux portes du temple du pharaon Ptolémée IV. On part en Égypte? Oh, oh, mais non, gros nigo. C'est à peine à 10 mètres, sur notre droite. C'est beau, mais aucun serpent à l'horizon. Quelle impatience, celui-là! Tu vois ces deux portes monumentales? Elles proviennent du temple de la ville de Ménamoud, en Haute-Égypte. Elles ont plus de 2000 ans. J'ai beau examiner les dessins et les gravures, je ne vois pas de cobra. Une seconde! Passez la porte. Regardez. Le passage est décoré de signes qui évoquent la longévité du règne du pharaon. Et face à vous, et au-dessus de vos têtes... Des cobras! Bien vu, les garçons, vous progressez. Il y a beaucoup de symboles puissants et mystérieux sur ce bloc de pierre. Des cobras protecteurs du pharaon, des plumes, des génies accroupis sur des corbeilles. Attention, Mo! Ne dérange pas les cobras. Des plantes du bord du Nil, ce fleuve magnifique. Oh, Mo, c'est fragile! Et aussi des croix ambre, signes de vie, munis de mains, qui tiennent des sceptres was, symbole de pouvoir et de domination. Wouhou! Enfin, je l'ai trouvé. Bonjour, je suis agent du bureau des fantômes. Je viens vous libérer. Sortez donc de votre corbeille. Promis, vous risquez moins à me faire confiance qu'à rester au milieu de ces cobras. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils se réveillent de temps en temps. Voilà. Et bon voyage! Ça, c'est fait. Et de 3. On a fini? On dirait bien que non. Nouvel indice, dans les plis des chaperons rouges. Bizarre. Chaperon. Le petit chaperon rouge est ici? Mais non, idiot! Un chaperon, c'est une sorte de long manteau, un peu comme une cape, avec des manches. Quoi? Il s'est caché dans nos capes? Possible. À moins que... À moins que quoi? Suivez-moi! Rendez-vous au 3e étage. Tiens, on passera par le lanternon que vous avez failli défoncer en arrivant. Reconnais que je me suis bien tenu jusque-là. Et notre jeune visiteur aussi. Jeune visiteur, toi qui ne voles pas, voilà ce que tu dois faire. Retourne sur tes pas jusqu'au palier de l'escalier d'honneur. Entre dans la salle à gauche. Passe devant l'énorme sculpture du Cerbère, le gardien des enfers. Prends l'escalier, file au 3e étage, 52 marches, tu te retrouveras dans la salle de la lanterne. Traverse-la et emprunte le petit escalier qui va te mener à la salle 225. Je t'y attends. Voilà, dans toutes ces salles en enfilade, il y a des peintures du 19e siècle.
L'indice que vous avez reçu était dans les plis des chaperons rouges. Je pense qu'il faut aller plus loin. Venez avec moi. Attends, Alix, attends. Je viens de voir une peinture qui me trouble dans la salle 225. Viens voir, Tim. 2 jeunes garçons, l'un assis, l'autre allongé, qui se tiennent sur le banc d'un cachot. Ça ne te rappelle rien? Les otages. Un tableau du peintre Jean-Paul Laurence. C'est vrai qu'il est impressionnant. Tu te souviens, Mo, quand on s'est retrouvés prisonniers dans les geôles du château de Blackmoor, en Écosse? Ne me parle pas de cet horrible Macallan. Je n'ai qu'une envie, le réduire en bouillie. Racontez-moi, je veux tout savoir. J'adore les histoires. Macallan, c'est notre ennemi juré. Il essaye d'anéantir le bureau des fantômes et de semer le chaos dans le monde de la mort. Un ennemi redoutable. On a failli mourir une seconde fois par sa faute. Mo, je me demande, Quoi? tu crois que c'est nous deux sur le tableau? Mais non, je n'aurais jamais accepté de m'habiller comme ça. Je préfère ma belle cape aux couleurs du lac et mes cheveux argentés. Leurs habits sont très élégants. C'était la mode quand j'étais enfant. Des hauts de chausses et des tuniques d'un rouge éclatant, typiques du XVe siècle. Bon, d'accord, c'était un peu avant que je naisse, je vous l'accorde. Regardez comme les couleurs et la somptuosité de ces costumes contrastent avec le dépouillement de cette geôle sinistre. C'est un tableau du XIXe siècle, mais qui représente une scène du passé. Le Moyen-Âge. Exact. Mais pourquoi ces pauvres enfants sont-ils enfermés? Bah, personne ne le sait. L'histoire est tirée probablement d'un épisode médiéval, mais nous n'en savons pas plus. Seul le titre donne une indication. Otage de qui? Pourquoi? Mystère. La force de l'artiste est d'amener le spectateur à inventer lui-même sa propre histoire, exactement comme vous venez de le faire. Bon, je vous rappelle que l'indice ne porte pas sur ce tableau. Le chaperon rouge, c'est plus loin, en salle 230. Vous êtes là? Regardez, vous avez devant vous un chaperon rouge. Mais pas celui du conte, hein? Ce tableau s'appelle « L'Inspiration ». Il a été peint par Henri Martin en 1895. Il représente des muses et un troubadour vêtu d'un long manteau. Ah oui, ces poètes musiciens médiévaux. Encore le Moyen-Âge, décidément. Salut à toi, troubadour. Oh, regardez. Il vient de s'incliner pour me saluer. Hé, quelqu'un joue de la musique? Troubadour, te voilà bien inspiré. On dirait que ton sourire apparaît. Oups, on dirait que quelqu'un est allergique à la poussière. C'est notre fantôme. Tu le vois? Dans la lyre de la muse. Laisse-le-moi, je l'attrape. Bon, par pitié, ne casse rien. On va finir par se faire repérer par les autres visiteurs du musée. Zut, il essaye de s'enfuir entre les arbres. Reviens ici, ça suffit. Ouf, ça y est. C'était un petit rigolo. Mais il a bu l'eau du lac sans sourciller. Je crois qu'il avait soif. Encore? Mais ils sont combien, les fantômes? Il faut passer à la vitesse supérieure. On n'a plus beaucoup de temps. D'autant que l'indice est bizarre. Le tableau qui s'efface? Oh, je crois que je sais. Et cette fois, je dois dire que je suis un peu coupable. Comment ça? Tu es leur complice? Bah, pour qui me prenez-vous? Suivez-moi, vous comprendrez. Direction la salle 219. Quant à toi, jeune visiteur, reviens sur tes pas et rejoins la salle de la lanterne. Redescends l'escalier jusqu'au 2e étage, puis traverse les 5 salles en enfilade. Tu arriveras alors à celle qui porte le panneau 219. On se retrouve là-bas. À tout de suite! Tout le monde est là? Parfait.
Alors, regardez bien ce tableau de Fleury-Richard en face de vous. Entrée de couvent. Vous voyez cette jeune femme à moitié effacée, à droite? Eh bien, cette élégante moitié de nonne, c'est moi. Comment vous me trouvez? Plutôt réussi, non? C'est toi? Mais comment est-ce possible? L'art et l'amour. Bon, je vous raconte. L'histoire se passe au 19e siècle. Fleury-Richard, que j'ai bien connu, est un peintre lyonnais absolument charmant, le créateur d'un courant artistique appelé troubadour. Le projet de ces artistes, c'est de ressusciter des scènes émouvantes du Moyen-Âge, comme des histoires d'amour, des anecdotes ou des épisodes historiques. Beaucoup de ces œuvres représentent donc des couvents ou des châteaux. Logique! Rien à voir avec les peintres du courant néoclassique qui préféraient représenter des sujets tirés de l'histoire antique, de la Bible ou de la mythologie. Étrange tableau. On dirait que Fleury-Richard ne l'a pas terminé. C'est un peu flou. Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi il t'a peinte toi. Oh, parce que je suis belle, tout simplement. Sachez que Fleury-Richard avait installé son atelier ici même, au Palais Saint-Pierre. À l'époque, le palais abritait l'école des beaux-arts. Oh, ce qu'il était beau! Bref, on a largement eu le temps de faire connaissance tous les deux. Pour tout vous avouer, j'en étais un peu amoureuse. Alors, j'ai pris un malin plaisir à me faire connaître, par des chatouilles, des soupirs. Je dérangeais ses pinceaux, je mélangeais ses couleurs, je riais, je me manifestais comme je pouvais. Et surtout, je l'inspirais en m'invitant dans ses rêves. Tu veux dire que tu lui as donné l'idée de peindre une jeune fille qui te ressemblerait? Malin! Les mystères de l'inspiration. Mais restons modestes, c'est lui et uniquement lui l'artiste. Alors, comment me préférez-vous? En nonne ou en petite fille? Il est là, derrière la grille de l'entrée du couvent. À toi de jouer, Mo! Décidément, c'est toujours moi qui suis en première ligne. Mais très bien, ça me convient. À tout à l'heure, les amis! Ah, petit plaisantin, sors de là! Et attends, non, reviens ici tout de suite! Mo, tu peux sortir du tableau. Notre fantôme est en train de voler dans la pièce. Ah non, il est parti dans la salle suivante. Alix, viens, on le suit. Mais enfin, Tim, aide-moi! À quoi tu joues? Je ne joue pas, je travaille. Je tiens compagnie à la jolie Alix. Jolie? Oh, comme c'est gentil. Que se passe-t-il encore? La retraite de Russie? Misère! Le fantôme s'est caché sur le champ de bataille. Quel idiot! Venez! C'est salle 221. Retournons sur nos pas, 2 salles en arrière. Jeunes visiteurs, suis-nous. Pas de temps à perdre, la guerre fait rage! Waouh! Quel tableau! C'est l'un des plus grands du musée. Un des plus effrayants aussi. La retraite de Russie de Nicolas Toussaint Charlet, peinte en 1836. En souvenir des guerres napoléoniennes et de tous ces vaillants soldats de la Grande Armée, morts de froid sur le chemin du retour de la Russie vers la France. Une période effroyable de notre histoire de France. Plus de 300 000 soldats sont tombés au cours de cette déroute. Vous vous rendez compte? 300 000. Regardez, plus que Napoléon, ce sont les simples soldats qui intéressent le peintre. Le peuple est acteur de l'histoire. C'est l'une des idées majeures de ce mouvement artistique qu'on appelle le romantisme. L'armée est représentée comme une seule et unique masse humaine, palpitante, qui bouge et qui souffre. Même le ciel est triste. Notre fantôme s'est caché dans ce carnage? Bon, je crois que je vais aider Mo, même si c'est un peu effrayant. Allez, c'est parti. Où êtes-vous? Sortez tout de suite! Oh, il fait froid. J'arrive, Mo! Je vais en profiter pour vous réciter quelques vers de l'Expiation, le poème que Victor Hugo a écrit en évoquant, probablement, cette défaite. Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs, ni le drapeau. Hier, la grande armée, et maintenant, troupeau. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre.
C'était un rêve errant dans la brume, un mystère, une procession d'ombres sous le ciel noir, la solitude vaste, épouvantable à voir. Partout apparaissait, muette vengeresse. Ah, celui-là, pas mécontent de l'avoir attrapé. Je suis gelé. Bravo! Tu as reçu un nouvel indice? Non, rien. On dirait qu'on les a tous eus. C'est fini? Il n'y a plus aucun fantôme caché dans ces murs? Alors, c'est mon tour de m'envoler vers le lac aux souvenirs. Je peux formuler un dernier souhait avant de quitter ce musée que j'aime tant? Bien sûr, mais il faut faire vite. Nous sommes pressés. Promis, je me dépêche. Rendez-vous salle 223. Allez, c'est juste 2 salles en arrière. Tada! Regardez autour de vous. Ces 18 peintures forment un ensemble appelé le poème de l'âme. Et ça raconte le voyage d'une âme depuis la naissance jusqu'à la mort? Émouvant. Oui, j'adore ces tableaux. Ils ont été peints par Louis Jeanmot. Il est né au 19e siècle, ici, à Lyon. Je l'ai rencontré souvent, à l'époque où il était élève, puis professeur à l'école des Beaux-Arts. Mais il a mis combien de temps pour peindre tout ça? C'est l'œuvre d'une vie, 20 ans. Un long poème accompagnait même ses peintures. Bah, si ça se trouve, maintenant qu'il a passé le pont d'ailleurs, Jeanmot est encore en train de s'adonner à sa passion. Vous croyez qu'on continue à peindre, là-bas? On n'en sait rien. Alors, si je comprends bien, les premiers tableaux, c'est la naissance du garçon. Alix, raconte-nous l'histoire de l'âme. C'est une grande odyssée mystique, la plus belle et mystérieuse aventure qui soit, celle de la vie. Et n'oubliez pas que tout est symbolique. Premier tableau, la naissance de l'âme sous forme d'un jeune garçon. Dans le deuxième, l'enfant est conduit du ciel vers la terre par un ange. Je connais tout ça par cœur, c'est ce qu'on nous apprenait au couvent. Parce que, vous n'avez peut-être pas encore remarqué, mais cette œuvre est très spirituelle. Louis Jeanmot était très croyant. Au troisième tableau, le garçon rencontre sa mère, puis il fait connaissance avec une enfant de son âge. Oh, on la voit souvent, cette amie. Au quatrième, printemps. Au cinquième, souvenir du ciel. Tiens, la fille est encore là. Oui, elle représente en quelque sorte son âme sœur. Vous voyez, l'âme avance dans la vie avec ses joies et ses épreuves. Dans le 7e tableau, les deux enfants se sont perdus dans un monde inquiétant. C'est le mauvais sentier. Oula, pas trop envie de m'attarder dans ce secteur. Avec le 8e, on est carrément en plein cauchemar. Oui, et ça continue encore. Bon, je vous laisse regarder la jeunesse du jeune homme. Je passe directement au 12e tableau, celui avec les anges. Plus lumineux que l'affreux sentier des tentations. Oh, au 13e tableau, ils s'amusent tous ensemble en faisant une ronde, comme des enfants. Oui, cette ronde symbolise le temps qui passe. Le tableau suivant, je crois que c'est mon préféré. Les deux amoureux sont sur la montagne et atteignent le sommet. Dans celui d'après, on voit le soleil qui se couche. C'est à la fois un accomplissement et en même temps un peu nostalgique. Oh oh! Dans le 16e et le 17e tableau, il ne leur manque qu'une cape et on pourrait croire qu'ils sont des agents Spectrus en plein vol. Exactement comme nous chaque nuit. Excuse-moi de te détromper, mais regarde bien et tu verras que la jeune fille n'est plus. Elle lui dit « Adieu, car où je vais, vous ne pouvez me suivre. » C'est pour ça que le garçon se retrouve tout seul face à la tombe de celle qu'il aimait. Il est confronté à la solitude et à la mort. Il ne devrait pas s'inquiéter. Après, il y a le lac aux souvenirs et le pont d'ailleurs. Et le bureau des fantômes avec ses super agents Spectrus. Bon, cher Alix, c'est ton tour. Prête ? Mais oui, bien sûr! Je suis là depuis 500 ans. Il est largement temps de m'envoler vers une nouvelle destination. Mon âme est prête. Allez, donne-moi cette gourde. Et merci pour cette dernière visite du musée. Ravi d'avoir fait votre connaissance, les amis.
Disparu. C'est aussi simple que ça. Dommage, je commençais à l'apprécier, cette Alix. Oh, avec un peu de chance, elle sera recrutée par le bureau des fantômes, et on la reverra. Bon, allez, c'est l'heure de partir. Oui, mais Tim, il reste encore ce visiteur qui nous a suivis depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On lui fait boire l'eau du lac à lui aussi? N'importe quoi, il est bien vivant, il va rentrer chez lui. Faisons-lui quand même des chatouilles dans le cou. Ah, dommage. On est convoqué à une réunion d'urgence au bureau des fantômes. Ce sera pour une autre fois, jeune humain. Allez, à bientôt. Et c'est ainsi que se termine cette aventure. Tu peux prendre le temps de repasser voir les œuvres et peut-être d'en découvrir d'autres. Et si, chemin faisant, tu aperçois d'autres fantômes cachés quelque part, contacte le bureau des fantômes. Tim et Mo seront enchantés de revenir. Fantômes au musée est un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Texte, Véronique Delamarre-Bellégo et Pascal Perrier, alias Fanny Gordon. Lu par Laure Grand-Besançon, Johan Genin et Marc Willem. Concept et assistance éditoriale, Guillaume Lecornec, La Mutinerie, Médiation et Littérature. Direction de projet pour le Musée des Beaux-Arts de Lyon, Véronique Moreno-Lourteau, chargée des outils d'aide à l'interprétation, et Sophie Onimus-Carias, responsable du service culturel. Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les Muséastes, Histoire de point de vue. Musique originale de Terence Guillerme, compositeur, Master MAV, Université Lyon 2.